Comme j'ai un peu vécu dans un mythe en disant bon, moi j'ai des petits traumas, des petits dramas, mais bon en vrai, somme toute, j'ai pas, c'est pas que j'ai pas besoin, mais c'est que je me disais oui, il faudrait que j'aille voir une psy pour ça, pour ci, mais je l'ai jamais vraiment concrétisé pour me dire attends, en fait, t'as vécu des violences, en fait c'était particulier ton enfance, en fait il faut vraiment travailler pour ça, et en fait c'est vraiment la maternité qui m'a obligée à aller voir une psy. Pour moi, ça a été une démarche, même si je suis là-dedans, un peu compliqué de le faire parce que tant de légitimité à aller voir un psychologue ou voilà, on dit qu'on peut avoir autour de ça. Mais bon, je sentais que j'en avais besoin, donc voilà, j'ai regardé un peu autour qu'il y avait comme psychologue. Ce que je craignais aussi, dans un tout premier temps, c'est d'en parler à mes proches. Alors, pas mon compagnon, mais plus mes parents, mes grands-parents, qui comprennent pas, parce que c'était pas quelque chose qui se faisait dans ma famille. On n'est pas une famille qui parle beaucoup, on se dit pas beaucoup les choses. Donc j'avais peur aussi qu'ils considèrent mal cette démarche-là, que je faisais pour aller mieux finalement et aller de l'avant, et qu'ils considèrent ça comme une marque de faiblesse de ma part. La psy, c'est pour les fous. La psy c'est pour les fous! Bonjour à tous, bienvenue dans Rendez-vous Psy, la deuxième série du podcast La psy c'est pour les fous. Après avoir exploré les coulisses du métier de psy, je vous propose d'aller plus loin et de découvrir concrètement ce qui peut se travailler en thérapie. Peut-être que vous vous posez des questions, que vous hésitez à consulter, peut-être aussi que, comme beaucoup, vous avancez, vous vous adaptez, mais au fond, vous sentez que quelque chose ne va pas. Dans cette série, je vous partage des exemples très concrets de ce qu'on peut aborder en thérapie. Et pour la construire, je me suis appuyée sur les thèmes de mon livre, La fleur au fusil, où je raconte comment retrouver sa liberté face aux blessures familiales grâce à la thérapie. Mon objectif, vous aider à mieux comprendre comment fonctionne une thérapie et peut-être vous donner l'élan de faire le premier pas. Alors, prêt à franchir la porte de mon cabinet ? Installez-vous. Vous avez entendu au début de l'épisode Uriel, Thomas et Aurélie exprimer les freins ou les appréhensions qu'ils avaient avant d'aller consulter un psy. Mais on a déjà parlé de tout ça dans la série 1, alors si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est le moment. Avant d'aborder les thèmes concrets que l'on peut amener en thérapie, il me semblait important et pertinent de définir la notion de processus thérapeutique. Vous commencez à me connaître maintenant. Je suis rigoureuse et si vous avez lu mon livre, vous savez que j'aime bien définir les concepts que j'utilise. C'est sûrement mon côté bon élève qui continue de s'exprimer malgré les années. Oui, parce que, petite précision utile, la thérapie ne fait pas disparaître tous nos symptômes ou nos stratégies adaptatives. Mais elle peut nous aider à les assouplir, et c'est déjà pas mal, croyez-moi. Si vous avez déjà une première expérience de la thérapie ou que vous êtes sur le point de vous lancer, c'est un mot que vous risquez d'entendre souvent. C'est tout à fait normal, ça fait partie du processus. Ou bien, il faut faire confiance au processus. Mais de quoi parle-t-on au juste ? Pour explorer ce vaste sujet, j'ai donné la parole à des experts afin qu'ils nous apportent leur éclairage psy, et j'ai aussi tendu le micro à des hommes, des femmes, surtout des femmes car elles sont majoritaires dans les cabinets de psy, afin qu'elles nous livrent leurs témoignages. Mon but, rendre la psychologie plus accessible et vous permettre, peut-être, si le thème vous parle, de mieux appréhender et comprendre votre propre histoire. Et qui sait, cela vous donnera peut-être envie de prendre ou reprendre rendez-vous avec un psy. Même Tony de la série culte Soprano, parrain de la mafia du New Jersey, a fini par consulter une psy. Alors, pourquoi pas vous ? Avant de poursuivre, il me semblait utile de m'attarder sur un point qu'Hugo Bopp a évoqué lors de notre échange. Hugo est médecin psychiatre engagé et auteur du livre « Comment ça va toi ?», publié aux éditions Larousse. Avant même de parler de processus thérapeutique, je pense qu'il faut différencier deux choses. Il faut différencier les gens qui consultent parce qu'ils vont pas trop mal, mais qu'ils ont envie d'aller encore mieux. Et différencier ça des gens qui souffrent de troubles psychiques réels, qui ont un impact massif sur leur qualité de vie, qui les empêchent de fonctionner au quotidien. Pour moi, c'est deux choses très différentes et je pense qu'il faut quand même les poser d'emblée. Hugo a raison de souligner cette différence. Si vous souffrez de symptômes invalidants qui ont un retentissement considérable dans votre vie, il est important, pour ne pas dire impératif, de vous faire accompagner par un médecin.
Je le rappelle, seul professionnel habilité à prescrire des médicaments qui souvent sont nécessaires en cas de troubles psychopathologiques. Cette prise en charge médicale n'est pas incompatible avec une exploration psychologique. Même si ce n'est pas systématique, il y a souvent un lien entre traumatisme et psychopathologie. Un lien d'attachement insécure peut aussi être à l'origine de certains troubles. Pour les autres personnes, et c'est peut-être vous d'ailleurs qui continuez à fonctionner presque normalement comme si tout allait bien, vous allez au travail comme d'habitude, vous vous occupez de vos enfants, avec vos amis vous faites comme si tout était sous contrôle, mais au fond, vous ressentez peut-être que quelque chose cloche, que ça ne va pas vraiment. Vous avez sûrement mis en place des stratégies de survie pour tenir. Vous vous adaptez en permanence, vous évitez certains sujets ou émotions, ou encore vous compensez d'une manière ou d'une autre. Mais ces stratégies, même si elles vous aident à tenir le coup, ne font que mettre sous le tapis la vraie source de votre mal-être. Si on devait jouer au portrait chinois, pour l'animal, vous seriez sûrement une autruche. Dans ce cas, s'engager dans un processus thérapeutique peut être salutaire pour éviter que ça craque. Burn-out, attaque de panique, dépression, si c'est pas déjà trop tard. La thérapie est souvent appréhendée comme une recherche de mieux-être, mais si elle est utilisée en prévention, elle permet aussi d'éviter d'aller encore plus mal. Et dans cette démarche, choisir un professionnel bien formé est fondamental. Un psychologue ou un psychiatre formé à une psychothérapie. Le titre de psychothérapeute, je le rappelle, est protégé depuis un décret de 2010. Mais attention, même si les psychiatres obtiennent automatiquement le titre de psychothérapeute du fait de leur formation médicale, cela ne signifie pas qu'ils soient formés à une méthode de psychothérapie. Au micro de Anne Guéquière dans Métamorphose, Hugo rappelle cette réalité et précise qu'il aimerait que cela soit modifié dans les futures maquettes des internes. On en a déjà parlé dans la série 1, vous pouvez tout à fait demander quelle formation le professionnel qui vous accompagne a suivi. Faire une thérapie, ce n'est pas juste parler de soi. Vous expliquer ce qu'est le processus thérapeutique avec la théorie, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Alors, pour vous aider à mieux ressentir ce que cela implique, j'ai tendu le micro à des personnes en thérapie ou en post-thérapie. Des personnes moins connues que les professionnels que vous venez juste d'entendre, mais tout aussi importantes. Voilà, maintenant que tout est posé, je vous propose qu'on commence là où tout débute, souvent dans le flou et parfois dans l'urgence. Il y a beaucoup de bonnes raisons d'aller consulter un psychologue ou un psychothérapeute, et toutes les raisons sont légitimes. Je dis souvent à mes patients qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Si vous sentez qu'une situation est difficile pour vous, alors oui, une thérapie est envisageable, voire même souhaitable. Ce qui compte, ce n'est pas tant la gravité du motif, c'est ce que ça provoque en vous. Et tout commence, parfois même avant d'entrer dans le cabinet du psy. Le processus thérapeutique, je pense qu'il commence entre la personne et elle-même, c'est-à-dire déjà se rendre compte qu'on a un problème de santé mentale. Déjà, c'est pas évident parce que on a souvent tendance à se dire que c'est la faute du système autour de soi, que c'est pas la faute des autres. En effet, prendre la décision d'aller voir un psy nécessite déjà d'avoir tordu le cou à quelques idées reçues et d'accepter que l'on a besoin d'être accompagné ponctuellement. Et une fois la décision prise, encore faut-il savoir qui aller consulter. C'est parfois très difficile de s'y retrouver parmi toutes les thérapies existantes. Alors, laquelle choisir ? C'est là que le guide d'Hugo pourrait vraiment vous être utile. Et une fois qu'on a choisi, il faut aussi vaincre un peu les idées reçues dans la société, les tabous, prendre son courage à deux mains, même, parce que c'est pas toujours facile. Le courage, c'est exactement le mot. Beaucoup pensent qu'aller voir un psy est un aveu de faiblesse. Moi, au contraire, je pense qu'il faut être sacrément courageux pour accepter cette vulnérabilité et oser demander de l'aide. Même quand les personnes sont elles-mêmes convaincues, c'est bien souvent le regard de l'autre qui pose problème. Vous savez, celui qui vous fait comprendre que la psy, c'est pour les fous. Et parfois, c'est pas tellement l'autre le problème, mais plutôt tous ces petits mensonges que l'on se raconte à soi-même. J'ai rien vécu de suffisamment grave ou de traumatisant qui nécessite d'aller voir un psy. Et si vous aussi, vous sentez que vous avez encore des freins qui vous empêchent de prendre rendez-vous avec un psy, je vous suggère de réécouter l'épisode 1 de la première série qui s'appelle « Tordre le cou aux idées reçues ». Et pour aller encore plus loin, je vous recommande vraiment le podcast « Psy de reçu ». Marion dégomme et dépoussière les idées reçues sur les psys et la santé mentale. Elle convoque son équipe de nuit et de jour, alias ses émotions agréables et désagréables, et nous embarque dans des histoires tout aussi passionnantes les unes que les autres. C'est un format court, drôle et intelligent, à écouter sans modération. On ne se lève pas un matin avec l'envie soudaine d'aller parler à quelqu'un. Souvent, la décision d'aller voir un psy est le résultat d'un cheminement, d'une fatigue installée depuis de longues dates, d'un effondrement physique ou psychique qu'on retrouve notamment dans le burn-out.
ou d'une alerte venue de l'extérieur. Ça peut être votre famille, vos collègues de travail, votre médecin. Mais ça peut être aussi un événement déclencheur qui va vous inciter à prendre rendez-vous. Un déménagement, une grossesse, une naissance, la perte d'un emploi, une séparation, un décès. Et souvent, il y a quelque chose qui déborde, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous voyez ? Grâce aux témoignages de Aurélie, Maëlle, Uriel et Amandine, on va découvrir ce qui les a poussées, elles, à franchir le pas. Bien sûr, chaque situation est unique et vos raisons à vous seront sûrement différentes. Commençons avec Aurélie. Un burn-out, un état général qui s'effondre et la recommandation de son médecin traitant. C'est ce qui l'a menée enfin à consulter un psy. Avant d'entamer une thérapie et de consulter une thérapeute, j'étais dans un état général assez négatif, c'était très très mauvais. Je dormais plus, je mangeais peu ou trop et très mal. J'étais très malheureuse et physiquement même ça se ressentait. Enfin, j'avais très mal partout, tout le temps. Tout était pénible. Je le vivais vraiment très très mal. J'étais vraiment dans un cercle vicieux très très sombre. En 2021, j'ai fait un burn-out qui m'a amenée à consulter mon médecin traitant. Et c'est mon médecin traitant qui m'a poussée à commencer une thérapie en parallèle de mon traitement médicamenteux. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai entamé une thérapie et que j'ai consulté une thérapeute. Je ne sais pas si Aurélie serait allée consulter ou même aurait eu l'idée sans la recommandation de son médecin traitant. Le médecin généraliste est souvent la première personne à qui vous pouvez parler de votre mal-être. Il est en première ligne, comme on dit, et il peut être de très bons conseils et vous proposer une première orientation. Alors n'hésitez pas à lui parler de vos ressentis. C'est un professionnel de santé. Et petit rappel ici, la santé mentale fait partie intégrante de votre santé globale. Pour Maëlle, c'est un événement déclencheur qui l'incite à prendre rendez-vous. À la suite d'une rupture amoureuse et encouragée par le contexte MeToo, elle estime qu'aller voir un psy est désormais ce qu'elle a de mieux à faire pour la soutenir dans cette période de vie difficile. Je venais de me séparer de cette personne parce que cette relation me faisait beaucoup trop souffrir, me faisait beaucoup trop de mal. Et je me suis oubliée, je me suis perdue sur 2 ans de relation sur 3. On était ensemble pendant 3 ans. Et pendant 2 ans, je me suis oubliée pour cette personne. Voilà, on était très jeunes et je pensais que la vie était un théâtre et je suis comédienne, donc je pense que j'ai un regard un peu trop biaisé des fois sur la réalité et j'ai l'impression que tout doit ressembler à un film ou une pièce de théâtre et finalement non. Donc tout n'est pas à être un choix cornélien, tout n'est pas à être hyper romantique, tout n'est pas à être comme ça et la réalité faisait justement qu'il fallait que je parte. Dans ce genre de situation, la thérapie aide à faire un petit pas de côté pour voir les choses différemment. C'est grâce à ce travail que Maëlle comprend enfin que passion n'est pas synonyme d'amour. Et à d'autres moments, ce n'est pas forcément notre histoire directe qui nous pousse à consulter, mais ce que vivent les personnes proches de nous. Uriel, alors enceinte de son 2e enfant, a été très affectée par la perte in utero du bébé d'une de ses amies. Elle ose alors en parler à une sage-femme qu'elle rencontre dans le cadre de son suivi de grossesse. Et c'est elle qui va lui proposer de rencontrer la psy du service. Ce sera sa toute première séance de thérapie. Elle qui, jusque-là, trouvait toujours des excuses pour ne pas entamer ce travail. Je suis allée voir une psy pour la première fois de ma vie. Ça faisait longtemps que j'y réfléchissais. Ça faisait longtemps que j'en avais envie, mais il y avait toujours une excuse, quoi. L'argent, le temps, bon, voilà, tout ça. Et donc, là, j'avais tout. Donc, c'était parfait. Et donc, je suis allée voir une psy à l'hôpital du coin qui m'a écoutée. En tout cas, qui a pas minimisé, qui m'a laissé tout cet espace, parce que moi, je me sentais pas légitime. Pour Uriel, cette première rencontre ne sera que le début de quelque chose. Elle comprend vite le potentiel d'un tel travail et de ce que ça peut lui apporter. Ne serait-ce que d'avoir la possibilité d'être accueillie et entendue. Son suivi s'interrompt suite à la naissance de son enfant, mais elle sent que le travail doit se poursuivre. Devenir mère pour la 2e fois réveille en elle une urgence. L'urgence de réparer, de comprendre et de ne pas transmettre. Elle voulait absolument travailler avec une thérapeute systémicienne. Par chance, il y en a une à 10 minutes de chez elle. C'est vraiment la maternité qui m'a obligée à aller voir une psy. Je pouvais pas continuer comme ça, c'était pas possible. Je pouvais pas faire endurer à ma fille le quart de ce que j'avais peur de transmettre. C'était pas possible. C'était à moi de travailler. J'aurais dû y aller il y a bien longtemps. Enfin, bon, on perd pas des années, mais ça aurait été plus simple que j'y aille à 20 ans. Enfin, il y a plein de choses où
Il y a plein de choses où je me dis, punaise, j'aurais gagné vachement de temps. Je sais pas quel temps j'aurais gagné, évidemment, mais je le sens là que 37 ou 38, je sais jamais quel âge j'ai. C'était un peu tard, quoi. C'était vraiment le dernier moment pour y aller, il était temps, quoi. Je partage l'avis d'Uriel. Moi aussi, j'aurais aimé avoir la possibilité de faire un travail sur moi plus tôt. Ça m'aurait en effet évité cette sensation d'avoir perdu du temps, d'avoir un peu gâché les plus belles années de ma vie, voire même d'être passé à côté de moi. Mais c'était une autre époque. Les gens n'avaient pas le réflexe de consulter un psy en cas de besoin. Bien sûr, grâce au processus thérapeutique, mes perceptions ont évolué et aujourd'hui, je me sens enfin à ma place. Je rejoins l'avis de Delphine Pi, qui est psychologue spécialisée en TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Delphine a écrit 2 livres. Le premier s'intitule « Le guide de ta santé mentale » qu'elle a justement pensé pour les jeunes adultes, pour leur donner les clés dont ils ont besoin pour prendre soin de leur santé mentale. Et une BD, L'envers du divan, illustrée par Juliette Mercier. J'encourage donc, au même titre que Delphine, les plus jeunes à s'engager dans ce processus le plus tôt possible, s'ils en ressentent le besoin évidemment. Et pour les autres, comme dit Delphine, il n'est jamais trop tard. Je vois trop de patients à 40, 50 ans qui me disent « Ah, mais si j'avais su ça à 20 ans !» Et alors, bien sûr que rien n'est jamais foutu, même à 30, 40, 50, 60, 70 ans. Eh bien, c'est chouette de prendre soin de sa santé mentale et de se libérer de nos cercles vicieux, de se libérer de nos souffrances. Mais je me disais, quelle chance pour les jeunes adultes de pouvoir faire ça vraiment au début de leur vie d'adulte. Le message qu'on essaye de vous faire passer ici avec Delphine, c'est qu'il ne faudrait pas attendre d'aller à ce point mal que même les petites choses simples de la vie, comme se lever le matin, conduire, aller travailler, deviennent alors impossibles. C'est ce qui est arrivé à Amandine. Elle a laissé s'installer son mal-être jusqu'à un point de non-retour. Et gros mal-être, voilà. Gros mal-être, courant 2021. Je continue de travailler, mais ça ne va pas du tout. Je ne peux plus me concentrer au travail. Prendre la voiture, c'est même dangereux tellement mon cerveau est rempli de mauvaises pensées, de questionnements, toujours les mêmes questionnements quant à moi, quant à mon couple. Je suis vraiment fixée sur mon couple. Pour moi, c'est ça le problème. Je continue de travailler, je fonce jusqu'au moment où je me rends compte que la situation elle peut plus durer comme ça parce que je me lève le matin en pleurs, mes journées sont en pleurs, même au travail, je rentre en pleurs, je ne dors plus des nuits. Toutes les histoires que vous venez d'entendre sont différentes et pourtant elles ont toutes un point commun. Elles sont toutes d'excellentes raisons d'aller voir un psy. Alors, une fois la décision prise, que se passe-t-il ? À ce moment-là, on entre dans une nouvelle phase du processus, celle qui consiste à chercher, et idéalement à trouver, le thérapeute avec qui faire ce travail. Souvent, entre le moment où on prend rendez-vous et le jour J, il peut se passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et dans cet interstice, beaucoup de choses peuvent se passer. Le doute peut s'installer, l'impatience nous agacer, on peut se mettre à imaginer tout un tas de trucs sur son psy, et bien sûr, stresser au max. Surtout si on a déjà eu une première expérience pas très concluante. Alors, dans mon métier de psychiatre, du coup, le terme de processus thérapeutique, ça renvoie à un chemin complexe qui, à mon sens, débute même avant qu'on rencontre la personne. C'est-à-dire déjà, comment est-ce qu'elle arrive dans notre bureau, dans notre cabinet ? Qui fait la demande ? Est-ce que c'est la personne elle-même qui est à l'origine de la demande ? Ou est-ce que finalement ce sont ses proches qui alertent parce que voilà, un père, une mère, un frère est inquiet pour son proche et panique devant sa santé mentale qui se dégrade. Donc c'est pas pareil si c'est la personne qui est quand même à l'initiative de la demande ou si ce sont ses proches. Le processus thérapeutique, il commence aussi sur le fait que on soit contacté nous et pas un autre. Comment est-ce que les personnes ont entendu parler de nous ? Comment elles arrivent à nous appeler ? Est-ce que c'est via du bouche à oreille, les réseaux sociaux ou une autre source de recommandations ? Donc ça change aussi un petit peu la donne. Thomas, entrepreneur dans l'âme, a traité sa recherche de son psy comme il aurait recherché un prestataire pour son business. Et bon, je sentais que j'en avais besoin, donc j'avais fait un peu on va pas dire une étude de marché, mais voilà, j'avais regardé un peu autour qu'il y avait comme psychologue. Donc la première chose, ça a été comment je sentais les personnes. Donc ça a été premièrement physiquement, ce que dégageaient les personnes physiquement. Qu'est-ce qu'il y avait en fait, qu'est-ce qui m'attirait là-dedans pour ce processus-là, on va dire.
Donc assez rapidement, pour ma part, j'ai éliminé les garçons parce que c'était pas ça qui me allait bien, on va dire. Et du coup après ça s'est joué sur plusieurs choses. Donc voilà, est-ce que la personne, on va dire, a une bonhomie naturelle, est-ce qu'elle dégage quelque chose ou pas, est-ce que j'ai un feeling physique qui se dégage là où je me sens bien, on va dire. Donc ça a été la première chose. La deuxième, ça a été la description qui a été faite aussi de la méthode, la manière de s'exprimer, etc. Cette impression, Thomas a pu se la forger dès les premiers contacts téléphoniques. Et c'est exactement ce que Hugo nous explique. Et puis, ce qu'on a recueilli avant l'entretien, avant la première rencontre, donc les infos par téléphone, est-ce que ce sont les secrétaires qui les ont recueillis, est-ce que c'est nous-mêmes, est-ce qu'on a reçu un mail, parfois c'est un texto, parce qu'on a parfois le numéro de téléphone qui tourne de proche en proche, et donc on reçoit des textos, des vocaux, donc il y a déjà quelque chose de l'alliance presque qui se crée un peu en amont, même quand on s'est jamais rencontré, mais on s'imagine des choses, hein, on a des représentations. La personne elle-même, souvent, elle en a aussi, elle est un peu inquiète de se retrouver dans un cabinet, sur quoi on va tomber, à quoi s'attendre, c'est pas évident. Donc voilà, la première phase, on va dire la phase un peu zéro du processus thérapeutique de l'alliance, c'est avant même de se rencontrer, comment on en arrive un jour à se retrouver face à face. Et puis ensuite, il y a le délai d'attente qui est réel. Et donc, moi, les personnes qui veulent me consulter, parfois, elles peuvent attendre plusieurs mois. Donc, entre le moment où on initie la demande et le moment où on rencontre le psychiatre ou le psychologue, on est peut-être une version un peu différente de celle qui a fait la demande. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Parfois, les choses ont évolué, en bien ou en mal, mais pas anodin. Le chemin qui mène le patient vers un professionnel de la santé mentale peut être en effet long et sinueux. Comme le dit Hugo, ce n'est pas anodin. Et aller parler à un psy peut être assez intimidant, d'autant plus si on a vécu des expériences non concluantes auparavant avec un psychologue ou un médecin. C'est ce qui s'est passé pour Maëlle et Amandine. Pour Maëlle, la décision de consulter dans un contexte de rupture amoureuse n'a pas été évidente. Il lui a fallu du temps pour dépasser une première expérience ratée, presque traumatisante. J'avais commencé à aller voir des psys quand j'étais beaucoup plus jeune, vers 5 ans avant, donc 15-16 ans. J'avais essayé d'aller en voir, mais bon, j'habitais à la campagne, il n'y avait pas beaucoup de choix, et je suis allée voir un monsieur qui était complètement... mais c'était n'importe quoi, enfin, c'était la caricature du psy quand tu parles et qui te répond pas. Il jouait avec un stylo, c'était hyper stressant, enfin, la caricature, la vraie caricature d'un psy, et ça, finalement, il en existe, hein. Ça a été une expérience horrible et ça m'a pris beaucoup de temps pour vouloir reprendre la décision d'aller voir une psy parce que j'avais cette expérience-là en tête qui était assez traumatisante et franchement, c'était pas cool. Pour Amandine, c'est son médecin généraliste qui est passé à côté de son mal-être psychique. Faut dire, le contexte ne l'a pas aidée. En pleine pandémie, ce professionnel a pensé qu'elle était une énième victime des effets, parfois traumatisants, du confinement. Ce contexte si particulier agit comme un voile opaque, masquant les véritables raisons de sa souffrance. Et la prescription qui en découle semble quelque peu décalée par rapport à ses symptômes. Aller voir mon médecin traitant, faut savoir que c'est en période de Covid, donc il se dit t'es une de plus qui va pas bien à cause du Covid. Je me sens pas forcément prise au sérieux dans les mots que je lui amène. Donc il me prescrit des fleurs de bac qui ne font absolument rien. Donc là je décide en fait de faire appel à un psychiatre. J'en trouve un qui me reçoit mais en visio. On fait de la visio, je me sens un peu plus considérée et on met des mots sur mes mots. Je suis en dépression, donc j'attaque même un traitement thérapeutique, donc des antidépresseurs. Je suis du coup en arrêt maladie. Les journées c'est un enfer. Je me souviens très bien de mon ex-mari qui prend la petite à l'école. Tous deux me voient déjà en train de pleurer le matin. Il rentre le soir, je suis encore en pleurs. J'ai passé des journées en boule dans mon lit en train de pleurer, jusqu'à même à avoir des idées noires. Amandine, malgré l'état dans lequel elle était, a eu le bon réflexe. Du médecin généraliste, elle est allée consulter un psychiatre, puis elle a senti que son traitement, même s'il était absolument nécessaire, ne serait pas suffisant pour guérir. Je rappelle ici que les antidépresseurs peuvent mettre du temps à faire effet. Il faut compter entre 3 à 8 semaines selon les personnes, ce qui justifie largement l'arrêt de travail. Après des mois de souffrance, Amandine décide d'entamer une psychothérapie.
Voilà, donc où en fait j'étais en grosse phase de dépression. Donc on a essayé de travailler tout ce qui me rendait mal au final. Donc j'exposais beaucoup de mon mal-être, c'était beaucoup de pleurs. Les séances, c'était vraiment de gros pleurs du début à la fin de la séance. Puis cette première thérapie donc m'a aidé en fait à lâcher prise et à comprendre qu'il fallait accepter que oui, c'est une dépression. Donc j'accepte cette dépression. Le traitement a fini par faire effet. Faut quand même le dire, je me sentais pas forcément comprise par mon psychiatre, mais en attendant, il me fallait un traitement, donc c'était mon prescripteur, voilà. Donc je dirais que dans le processus là pour aller mieux, c'est finalement pas le psychiatre qui m'a aidée, mais en parallèle j'avais la thérapie avec la psychologue. Puis cette thérapie avec cette thérapeute s'est arrêtée. Elle m'a réorientée vers une autre thérapeute. Cette première thérapie a agi comme une bouée de sauvetage pour Amandine. Elle lui a permis de garder la tête hors de l'eau, de reprendre son souffle et de retrouver un fonctionnement plus stable, aller retravailler, reprendre un rythme, tenir debout, s'occuper de sa fille. La crise étant passée, Amandine accepte ce qu'elle vit, une dépression. Et à partir de là, un autre type de travail sera possible. Amandine, Maëlle, Thomas, Aurélie, Uriel ont tous un historique qui précède le travail thérapeutique. Et je sais que certains d'entre vous ont eu une première expérience, insatisfaisante. Vous êtes allés jusqu'à faire quelques séances avec un psy, mais finalement, vous avez assez rapidement mis fin à ce travail et puis vous avez fini par vous dire « la thérapie, c'est pas pour moi ». Mais je prends quelques instants ici pour préciser et insister sur ce point. La thérapie n'a rien à voir avec une personnalité ou votre tempérament. Vous n'êtes pas trop ceci ou pas assez cela. Il n'y aurait pas une catégorie de gens qui sont faits pour et d'autres qui seraient absolument incompatibles avec ce travail. Ce qui fait que votre expérience, souvent la première et malheureusement la dernière, enfin peut-être jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été concluante, c'est simplement une question de rencontre. Tiens, ça me rappelle quelque chose cette histoire de rencontre. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci. Voilà, exactement Otis. C'est une question de rencontre. Il faut trouver la personne qui agit comme un miroir qui aide à avancer. Alors, si votre première expérience vous a laissé un goût amer, c'est simplement parce que vous n'avez pas rencontré la bonne personne pour faire ce travail. Mais gardons ce sujet pour un peu plus tard, on va y revenir. À la suite de ce premier travail thérapeutique qu'Amandine a réalisé, et qui était absolument indispensable dans son processus de guérison, elle a pu s'engager dans un autre type de travail. Lors de notre toute première séance, Amandine m'a d'emblée parlé de son couple. C'était en effet sa préoccupation majeure à ce moment-là. Mais très vite, son passé a refait surface. Je sors de ma phase de dépression. Le mal-être est quand même toujours là, mais moins prononcé quand même. Il se trouve en fait que je sens que ça va pas dans mon couple en fait. Donc c'est le premier sujet que j'aborde. Ça ne va pas dans mon couple, mais j'ai un mari formidable. Et puis voilà, donc il y a mon enfance qui ressort énormément. Je parle beaucoup de mon vécu avec une enfance difficile, des parents pas forcément présents, aimants mais pas présents. Donc ça, on commence un peu la thérapie sur ce sujet-là. Amandine s'est très vite sentie en confiance avec moi. Certainement car elle avait déjà une bonne alliance thérapeutique avec sa précédente thérapeute et que c'est elle qui l'avait orientée vers moi. Et puis, il y a aussi toutes ces choses plus subtiles qu'on ne maîtrise pas vraiment et qui font que la mayonnaise prend. Julien Bess rappelle l'importance de créer un espace sécure pour aider le patient à se déposer. En fait, quand quelqu'un arrive en thérapie, le plus urgent, c'est de créer un espace sécure, un endroit où la personne va pouvoir poser ses valises, on va explorer ensemble le contexte relationnel du problème, qui est concerné, comment ça s'exprime, à quel moment, avec qui, quelles tentatives ont déjà été faites. Parce que quand les personnes arrivent en thérapie, on peut être sûr qu'elles ont déjà essayé de résoudre le problème par elles-mêmes. Donc c'est extrêmement important d'aller repérer quelles ont été les stratégies qui ont fonctionné, même pas totalement, lesquelles ont échoué,
Comme ça, on ne reproduit pas des choses qui n'ont pas marché, on essaye de faire quelque chose de différent. En effet, notre mission première en tant que thérapeute est de créer un environnement suffisamment sécure et confortable pour que le patient ose se dévoiler. Je l'ai déjà dit, rencontrer un psy pour la première fois peut être intimidant, pour ne pas dire stressant. En tout cas, c'est comme ça qu'Aurélie l'a vécu. Je suis quand même partie à ma première consultation avec, je dirais pas des a priori négatifs, même si j'avais eu quelques mauvaises expériences par le passé avec des psys quand j'étais étudiante. Mais j'avais plus beaucoup de crainte d'être jugée de façon négative ou d'être méprisée. En fait, c'était plus des craintes que vraiment des a priori négatifs. Aurélie n'est pas la seule à arriver en thérapie avec des appréhensions. C'est d'autant plus important dans ces premiers échanges de ne pas brusquer les choses. Julien Besse nous rappelle que la thérapie ne commence pas par des réponses toutes faites, mais par une exploration patiente du problème et de ce qu'il signifie vraiment. Ce démarrage de la thérapie, c'est un moment où on essaye de rendre le problème intelligible et surtout on va clarifier ce que la personne attend du travail. Ça peut être soulager une souffrance, sortir d'un blocage, se remettre en mouvement. On ne cherche pas tout de suite des solutions. Ce qui est important, c'est vraiment d'écouter ce que le système dit à travers le symptôme. Et cette écoute est très importante. Uriel se souvient de sa première séance. Elle ne retient pas tellement ce que la thérapeute lui a dit. En revanche, elle se souvient d'avoir eu le sentiment d'enfin se sentir comprise et entendue. Et elle s'est dit qu'avec cette personne, elle allait pouvoir avancer. En octobre, j'ai eu mon premier rendez-vous. Et ça s'est très bien passé. Alors, ce qui est bien, c'est que pour moi, elle a la juste distance. Enfin, même physiquement, on est loin. Moi, je suis sur un canapé, elle est sur une table. Elle est très accueillante et elle a... C'est bête, mais la première phrase, je dis, voilà, je viens vous voir parce qu'il y a eu un épisode avec ma mère et en fait, j'ai eu peur d'avoir un garçon. Et elle m'a pas dit, comment ça, un garçon. Elle m'a dit, par rapport à quoi? Je lui dis, par rapport à la société, par rapport au patriarcat, tout ça et tout. J'étais là, oui. Et j'étais là, ok. Je suis en face de moi avec quelqu'un qui va comprendre, qui va pas me juger et qui va entendre mes peurs et qui va sûrement m'accompagner là-dedans. Et donc, on va travailler ça. Ariane Nguyen, psychologue et thérapeute LI-ICV, membre de l'association LI France, fait de ce sentiment de sécurité un préalable indispensable. Pour elle, les premières séances sont des temps de connaissance réciproque où chacun s'apprivoise à son rythme. Alors, j'invite les patients à venir me rencontrer 1 à 2 fois pour qu'on puisse faire connaissance. Je les invite à me décrire ce pourquoi ils sont là, ce qu'ils ont pu identifier. Je leur explique que l'idée, c'est qu'ils puissent se sentir à l'aise et en sécurité et qu'on peut prendre le temps de faire connaissance. Et pour moi, c'est très important que la personne puisse se sentir à l'aise. Alors, ça prendra plus ou moins de temps en fonction des personnes. Ce que nous explique Ariane ici, c'est que le premier entretien peut en réalité s'étendre sur 2-3 séances, parfois plus. C'est une phase de rencontre, de découverte mutuelle, où le patient et le thérapeute s'apprivoisent. On y déploie doucement ce qui est là, on observe, on écoute, on ressent. Et c'est dans ces moments-là que commence à se tisser ce qu'on appelle donc l'alliance thérapeutique. Delphine nous explique comment se construit la compréhension du problème dans le cadre d'une thérapie TCC, et comment cette étape ouvre la voie à un objectif thérapeutique clair et co-construit. Je dirais que le processus thérapeutique, c'est la démarche structurée de la thérapie. Dans ces premières séances, on fait ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. En gros, c'est vraiment l'idée de comprendre le fonctionnement du patient, comprendre sa problématique, vraiment, pourquoi pas même schématiser. Et une fois qu'on a vraiment une bonne alliance thérapeutique et une bonne analyse fonctionnelle, on fixe un objectif thérapeutique ou plusieurs objectifs thérapeutiques avec le patient. Donc, c'est pas quelque chose qu'on prend de manière unilatérale, c'est vraiment quelque chose qu'on va questionner. Et cet objectif thérapeutique, c'est vraiment ce qui nous donnera aussi l'indication qu'on a fini la thérapie. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient pour, je sais pas, une phobie de la voiture, de la conduite, eh bien, peut-être que l'objectif thérapeutique, ça pourrait être réussir à faire un trajet sur l'autoroute seul de plus de 2 heures. Et on n'aurait pas besoin d'aller plus loin que ça, puisque ce serait l'objectif du patient. Donc, il faut toujours bien se questionner sur l'objectif du patient et pas notre objectif à nous. Donc, c'est vraiment hyper important de questionner cet objectif thérapeutique, de le négocier avec son patient pour tomber d'accord. Et ensuite, une fois qu'on a cet objectif thérapeutique, eh bien, ça nous donne aussi tout le déroulé de la thérapie, donc le plan de thérapie avec nos stratégies.
Donc vous l'avez compris maintenant, au cœur de ce voyage qu'on appelle la thérapie, il y a ce lien invisible mais essentiel, l'alliance thérapeutique. C'est elle qui donne la direction, qui installe la confiance et qui rend possible l'exploration. Sans alliance, pas de mouvement et donc pas de rencontre véritable. Parce que parfois, la demande de départ n'est qu'un prétexte, un point d'entrée. Et c'est seulement quand la sécurité relationnelle s'installe que la personne peut commencer à dire ce qui l'amène vraiment. Et c'est là que la thérapie commence, pour de vrai. Et ça se joue à deux. Pour Hugo Bopp, l'alliance commence parfois avec un simple détail, la lumière, une odeur, la voix du thérapeute. C'est d'abord quand même une question de feeling, c'est-à-dire que ça va être est-ce que l'endroit nous plaît, est-ce que le cabinet sur le plan sensoriel il me convient, est-ce que j'aime la lumière, les odeurs peut-être d'une bougie ou de un parfum d'ambiance, est-ce que il y a de la verdure par la fenêtre et ça m'apaise, ou est-ce que c'est un bureau avec très peu de lumière qui m'angoisse plus qu'autre chose. Ça va jouer aussi. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à l'atmosphère d'une pièce. Si vous avez écouté la première série, vous vous souvenez peut-être d'Isa et de son délicieux accent hispanique. Quand Isa pense à la thérapie, voilà ce qui lui vient en tête. Et ça traduit donc ce qu'elle recherche quand elle va consulter un thérapeute. C'est genre des coussins tout doux, une lumière tamisée, des thés chauds et des chaussettes. Tu vois, un endroit où on peut se recueillir, où on sait qu'on est dans un safe place et on est bien, quoi. On est là en mode cocooning, ouais. Et ce sentiment de sécurité passe aussi et surtout par le lien humain. Le fameux feeling, cette sensation est souvent difficile à décrire car elle passe beaucoup par le non-verbal, qui, je le rappelle ici, représente 80% de la communication. Il s'agit donc de tout ce que l'on capte, mais sans vraiment le capter. Hugo nous explique que la posture du thérapeute, sa manière d'être, joue dans le lien qui se tisse entre le patient et son thérapeute. Cela n'a rien à voir avec la méthode thérapeutique. Ici, on parle de savoir-être et non de savoir-faire. Et puis la question du feeling aussi interpersonnel. Est-ce que le psychiatre, la manière dont il parle, dont il me regarde, dont il pose sa voix, dont il me questionne, est-ce qu'il me regarde dans les yeux ou est-ce qu'il est beaucoup sur son ordinateur? L'alliance thérapeutique, c'est vraiment cette connexion qui se crée ou pas avec entre un professionnel et la personne qui consulte. Dans la série 1, Isa nous expliquait qu'elle avait rencontré une psychologue avec qui le feeling n'était pas du tout passé. Elle ne se sentait bien ni avec cette personne, ni dans cet endroit. Résultat, l'alliance ne s'est jamais vraiment construite et elle a préféré arrêter les séances. Et elle a bien fait. Inutile d'insister quand on n'est pas suffisamment à l'aise. Mais ce qui est agréable ou désagréable pour Isa sera tout à fait différent pour une autre personne. D'ailleurs, son amie qui lui a recommandé cette psy, elle avait probablement un bon feeling. Thomas, lui, a cherché longtemps avant de choisir son thérapeute. Ce qu'il voulait, se sentir bien tout de suite. Le premier contact était très important pour lui. Il était important pour moi que je me sente bien avec cette personne. C'était plus que nécessaire pour moi. C'était primordial, sinon je ne pouvais pas entamer ça. Et après, il y a eu ce qui s'est dégagé, on va dire, dès la salle d'attente pour moi. C'est plus qu'important, suivant comme la personne nous reçoit. Le premier contact, c'est hyper important. Il y avait quelque chose qui était rassurant. Et ça, c'était important. C'est ce qui m'a permis d'être à l'aise. Puis derrière, dans les échanges, ça a été très fluide. Alors, pour revenir au tutoiement, à la fois, ça m'avait fait bizarre, mais à la fois, ça me mettait à l'aise. Donc, une fois que j'avais posé ma question de savoir si c'était pour moi ou pour tout le monde et que c'était sa façon de faire, et puis point barre, à partir de là, c'était très bien. Et le tutoiement m'a permis réellement d'être à l'aise. Et je pense que s'il n'y avait pas eu tout ça, j'aurais pas réussi à entamer et à faire le travail qu'on a fait. Mais parfois, ce feeling ne vient pas forcément tout de suite. Ou alors, il peut être trompeur. C'est ce que nuance Hugo en rappelant que l'alliance peut aussi se construire dans le temps. C'est vraiment en fonction des gens, en fonction des connivences, des préférences. Et puis ça prend du temps. Le processus thérapeutique, l'alliance, c'est parfois on a un feeling qui passe pas du tout à la première séance et on se dit oh là ça va jamais le faire. Et puis finalement, au fur et à mesure des séances, on arrive à se rencontrer, à se découvrir. En fait, on se dit que ce psychiatre, il me plaît plutôt pas mal, il a rien à me cerner, et puis il me pose des bonnes questions au bon moment. Parfois, on s'emballe, dès le premier entretien, on se dit que c'est super, qu'il va gérer tous mes soucis, puis en fait, on se rend compte que ça retombe un peu comme un soufflet. Donc
Trouver la bonne personne, celle qui nous convient réellement, n'est pas forcément évident, mais c'est pourtant essentiel. Pour Maëlle, se raconter est un acte engageant et ça ne peut pas se faire avec n'importe qui. Au début, c'était très bizarre pour moi. Ça a pris peut-être, je pense, bien 3 ou 4 mois de... C'était horrible. C'était horrible parce qu'à chaque fois que je suis pas la première à dire ça parce que je sais que c'est un peu le temps aussi de s'adapter. Alors, il y avait pas à la différence du premier psy que j'avais vu 5 ans auparavant, qui là, pour le coup, ne m'écoutait même pas et était... Enfin, je sentais qu'il me correspondait pas du tout. Là, en l'occurrence, je sentais qu'il y avait aussi autre chose. C'est aussi peut-être parce que j'étais beaucoup plus prête à entamer une thérapie, finalement, peut-être aussi. Mais quoi qu'il en soit, évidemment que c'est logique, il faut trouver la bonne personne à qui on va donner son âme, quoi. Enfin, c'est pas rien. Les mots de Maëlle sont lourds de sens. En thérapie, on se dévoile, on partage son intimité, on confie parfois des choses qu'on n'a jamais osé dire à personne. C'est un peu comme se mettre à nu finalement. Il faut donc un sacré paquet de courage, mais aussi beaucoup de confiance. On parle d'accordage dans notre jargon psy. Julien utilise une métaphore musicale pour nous l'expliquer. En ce qui me concerne, je considère que l'alliance thérapeutique, c'est être ensemble, en même temps, et la notion de temporalité est extrêmement importante, pour aller quelque part. En gros, c'est un accordage entre deux subjectivités. Ce que je vais essayer de faire du coup dans la thérapie, c'est de m'adapter à la musique de l'autre, et parfois de proposer une petite dissonance. Ça va être important d'amener une légère différence, que ce soit en termes de rythme, c'est-à-dire qu'on peut se placer un petit peu plus dans le futur, ou on peut revenir un petit peu plus dans le passé, ou ancrer les gens un peu plus dans le présent. C'est là où je vois ces petites dissonances de temporalité, c'est-à-dire qu'on doit être suffisamment proche de la temporalité des gens, mais pas collé non plus à la leur, pour pouvoir leur permettre ce petit pas de côté. Et cette question de l'alliance, elle est indissociable de la notion d'authenticité. Je crois absolument pas au mythe de la neutralité. J'essaie juste, en tant que thérapeute, d'être humain, congruent, curieux de l'autre. Et la thérapie, j'oublie jamais que c'est avant tout une histoire de rencontre. Cette métaphore a été proposée par Moni El-Kaïm, à qui je rends hommage ici. C'est lui qui a introduit cette manière de penser la relation thérapeutique comme une danse, une co-construction en mouvement, où chacun s'ajuste à l'autre. Dans le champ systémique, on appelle ça la deuxième cybernétique. Et si vous voulez en savoir plus, Julien lui a justement consacré un épisode passionnant dans son podcast Confidence de thérapeute. Aurélie évoque ce double langage, corporel et verbal, qui lui ont permis de se sentir très vite à l'aise. Donc, mes premières séances plutôt avec ma thérapeute se sont faites avec beaucoup de réserve de ma part. Mais ma psy a eu un langage corporel, un langage tout court qui a été hyper positif et hyper bienveillant pour me mettre à l'aise, pour vraiment que je me sente en confiance et libre de pouvoir dire tout ce que j'avais besoin de dire et tout ce que j'avais envie de dire. Je me suis vite sentie à l'aise et pas jugée. Mais j'avais quand même ce sentiment de vulnérabilité que j'avais un peu de mal à gérer au début. Je pleurais beaucoup. Après, je suis quelqu'un de très émotif, donc c'est pas bien compliqué. Mais j'ai un souvenir hyper positif de ces premiers échanges parce que toute l'attitude, tout le langage corporel et verbal que ma psy a eu à ce moment-là, tout me disait « Ok, c'est bon, ça va aller. Tu peux me dire, tu peux me parler. Moi, je suis là pour t'écouter et on va avancer ensemble et t'iras mieux au bout du compte. » À ce moment-là, je me rappelle m'être dit qu'elle avait vraiment les mots justes, que j'étais vraiment dans une safe place en fait. J'étais vraiment dans un endroit où il pouvait rien m'arriver, où je pouvais absolument tout dire. Je savais que j'étais pas jugée, que j'étais en sécurité et que toutes mes craintes avaient leur place au même titre que toutes mes autres émotions en fait. Vous l'aurez compris, à force de le répéter, que cette confiance est capitale. Et c'est d'ailleurs sur l'alliance thérapeutique que repose majoritairement le succès de ce travail. On parle alors de facteur commun, c'est-à-dire un élément que l'on retrouve dans toutes les psychothérapies, quelle que soit la technique. Delphine nous rappelle ce que les études scientifiques confirment. L'alliance est un facteur prédictif de l'efficacité de la thérapie. Et l'alliance thérapeutique, c'est vraiment
la relation de confiance qui se crée entre le psy et son patient, le patient et le psy. Et c'est quelque chose qui dépasse même l'orientation théorique. Il y a des études qui montrent que c'est plus prédictif en fait de l'évolution de la thérapie que l'orientation théorique. Donc c'est vraiment l'élément central quand on débute une psychothérapie, de se sentir à l'aise avec son psy, d'être dans une relation de confiance, de collaboration, de sentir qu'on peut exprimer aussi qu'on n'est pas d'accord. Moi, souvent, je le dis dès le début de la thérapie. Là, je fais une hypothèse. Si cette hypothèse ne vous parle pas, eh bien, il ne faut pas hésiter à me le dire. Je peux me tromper. Si quelque chose dans la thérapie ne vous convient pas, n'hésitez pas également. Donc voilà, c'est quelque chose, je trouve, qui est hyper important. Et c'est vrai que moi, je me sens souvent chanceuse quand le patient ose me dire « Ah ben ça, j'ai pas aimé à la dernière séance » ou « Ça m'a un petit peu choquée » parce que, comme toutes les relations, en fait, elle est forcément imparfaite, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de pouvoir être en relation de confiance et d'authenticité, de pouvoir être flexible, transparent, honnête, d'être dans quelque chose d'assez transparent et clair, je dirais. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que si au bout de 2 ou 3 séances, on se sent mal à l'aise avec son psy, on a l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être compris, ou même, c'est une question de feeling, ça n'a rien à voir avec la compétence du psy. Des fois, ça passe et des fois, ça passe pas. On fait aussi avec qui on est, notre personnalité. Et forcément, ça peut pas passer avec tout le monde. Eh bien, ça, faut vraiment se sentir légitime à l'écouter, à écouter son ressenti et pourquoi pas à changer de psy. C'est d'ailleurs aussi ce que Isa recommande. Oui, qu'il faut essayer et qu'il faut essayer jusqu'à trouver le bon, quoi. Je pense qu'il faut donner 2-3 chances de faire vraiment cette alliance avec le professionnel. Mais que, oui, la vie, c'est un travail de recherche, des alliés, justement, des alliés qui peuvent t'accompagner dans ta quête de toi-même. C'est jamais fini, le travail. Je pense et on peut pas le faire tout seul. Et si la magie de la thérapie, c'était simplement ça ? Trouver le bon endroit et la bonne personne avec qui on s'autorise à dire. Voilà, faut pas penser non plus que la thérapie est magique, mais je pense que c'est important de voir que si on arrive à se sentir en sécurité avec notre thérapeute, là, des choses intéressantes, vraiment intéressantes peuvent venir et aboutir vers vraiment une satisfaction à vivre. Alors, on l'a vu, dans les premiers échanges, tout ne se dit pas d'emblée, et c'est tout à fait normal. La thérapie commence souvent avec une demande de surface. Une difficulté conjugale, un épuisement, une angoisse. Mais derrière cette première formulation, il y a parfois autre chose. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'on n'ose pas toujours dire tout de suite. Et qu'on ne sait parfois même pas encore nommer. C'est là que l'alliance thérapeutique joue un rôle clé. C'est parce qu'on se sent écouté, accueilli et en sécurité qu'un jour on ose dire ce qui fait vraiment problème. Je me souviens d'un patient qui commençait souvent ses phrases par « je vous avoue ». Il était d'origine maghrébine et le français n'était donc pas sa langue maternelle. Donc au début, j'ai cru que c'était simplement un tic de langage. Et puis un jour, je lui ai demandé « mais qu'est-ce que vous avez à m'avouer au juste ?» Il a marqué un temps de silence. Puis il m'a confié être homosexuel. Un fait qu'il n'avait jamais pu dire à sa famille, par peur du rejet. Cette phrase, c'était peut-être la première fois qu'il l'a prononcée devant un inconnu. Et à ce propos, je vous recommande chaudement le livre de Baptiste Beaulieu. Tous les silences ne font pas le même bruit. Ce livre devait exister, Baptiste l'a écrit. Alors, encore merci à lui pour son engagement politique. Ce qu'on appelle donc la demande en thérapie, c'est souvent une première formulation, une sorte de porte d'entrée. Mais derrière cette porte, il y a parfois tout un monde plus vaste, plus ancien, parfois même insoupçonné. Et il faut du temps pour le découvrir. Et c'est à ce moment-là que le travail de fond commence. Mais ça y est, le temps de notre séance est écoulé. Cela fait presque 1 heure que nous sommes ensemble. Mon prochain patient est sûrement déjà en salle d'attente. Nous allons en rester là pour aujourd'hui, comme disent les psychanalystes. Dans le prochain épisode, on parlera donc de la vraie demande, celle qui émerge enfin après quelque temps. On rentrera aussi dans le cœur de la thérapie pour découvrir les différents mouvements qui peuvent vous traverser tout au long de ce processus. Et puis, on parlera de la fin de la thérapie, parce que oui, toutes les bonnes choses ont une fin, comme cet épisode. La psy. C'est pour les fous! Merci d'avoir écouté Rendez-vous Psy, une série du podcast La psy c'est pour les fous. Je voudrais remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à cet épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast.
Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment précieux pour moi. Et pour continuer à me suivre, vous pouvez me retrouver sur Instagram et LinkedIn. Je publie aussi régulièrement des articles sur mon blog. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.